Bonjour Edouard. Bonjour Cédric. J'aurais aimé que vous preniez un instant pour dégager les grandes lignes. On est frappé par la diversité des sujets qui tout d'un coup convergent. Aujourd'hui, certains responsables internationaux sont légitimement émus par le fait que le dernier accord qui liait la Russie et les États-Unis pour limiter l'armement nucléaire arrive à expiration sans avoir été renouvelé. Et d'ailleurs, les Russes, de mémoire, l'avaient renouvelé tacitement pour 1 an, et puis Trump n'a pas agi. Oui, c'est vraiment la volonté américaine de ne pas prolonger cet accord. Alors, ça va avec une situation où il y a des négociations qui se sont engagées sur l'Ukraine, mais dont on voit bien que pour l'instant, elles avancent très lentement, ne serait-ce que parce que les Ukrainiens et les Européens et les Américains passent plus de temps à négocier entre eux qu'à négocier avec les Russes, ce qui est paradoxal. Là-dessus, on a la question du déclenchement ou pas d'une guerre contre l'Iran. On va peut-être y revenir parce qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette obstination des États-Unis et d'Israël à vouloir la guerre avec l'Iran alors que celle de juin 2025 s'est mal passée pour eux. Et puis, il y a bien sûr ce qui fait très très peu la une des journaux chez nous, sinon de manière anecdotique, l'affaire Epstein, dont l'important, je crois, est ce qu'elle révèle sur l'ensemble de l'élite dirigeante, appelons-la occidentale, depuis 20 ou 30 ans. Et l'ensemble de ces facteurs, j'en oublie certainement, hein, l'ensemble de ces facteurs donne le sentiment d'un monde occidental qui est à bout de souffle. Et on va peut-être en reparler, mais moi je suis convaincu que nous allons assister, après plusieurs décennies après l'effondrement du communisme en Europe orientale, nous allons assister à l'effondrement du système occidental. Appelons-le néolibéralisme pour aller vite, puisque c'est comme ça qu'il s'est défini. Néolibéralisme, néoconservatisme, il était un peu des deux. Et je pense que alors pour moi qui suis historien, c'est effectivement assez étonnant de penser que dans ma courte existence, j'assiste à 2 effondrements majeurs. Celui du communisme en 1990 et celui 35 ans plus tard du système qui théoriquement avait triomphé du communisme et qui en fait s'est montré stupidement triomphaliste et en fait a montré que dès qu'il n'avait plus d'adversaire, il perdait sa propre boussole éthique. C'est peut-être de ça aussi qu'on peut reparler. Oui, je crois que c'est très intéressant. Il faut un adversaire souvent, ou quelqu'un à désigner comme un adversaire pour réussir à faire en sorte que les gens qui vous soutiennent puissent désigner clairement l'ennemi à abattre. Cet ennemi s'étant effondré ou ayant pris une autre forme aujourd'hui, le néolibéralisme s'est trouvé face à lui-même. Et a surtout refusé de voir l'émergence d'un multilatéralisme. Et donc, en voulant se maintenir seul face à l'ensemble du monde comme détenant l'hégémonie, la suprématie, eh bien finalement, il a fini par se tirer un petit peu une balle dans le pied. Oui, alors il y a quelques années, je disais encore, le système occidental a cru qu'il avait gagné la guerre froide. Alors qu'en fait, c'est l'Union soviétique qui était à bout de souffle, sans doute asséché financièrement à cause du système de l'étalon-dollar qui la favorisait moins que le système d'avant, mais qui a eu en même temps l'intelligence de jeter l'éponge et de proposer une paix. Et on peut dire à ce moment-là, moi j'avais tendance à penser le système du monde libre, comme il se définissait lui-même, a cru qu'il avait gagné, il a fait preuve de triomphalisme, il a été atteint de démesure. Mais en fait, je pense que les 10 ou 15 dernières années ont montré que ce système, en fait, il avait besoin du conflit pour exister. Et qu'en fait, loin d'être ce monde libre qu'on prétendait,
il y a un moment où il y a eu une mutation et ce système est devenu en fait ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais qui n'avait de libéral finalement que le nom, par bien des aspects, en tout cas qui ne servait plus la liberté, et qui est devenu un système finalement de la guerre perpétuelle. Les États-Unis n'ont pas cessé de faire la guerre depuis 1991. On a eu une très courte période de paix, et ensuite les États-Unis se sont lancés dans une série de guerres. Et le plus étonnant, c'est que l'Union européenne, elle a, loin d'en profiter pour affirmer un modèle alternatif, elle est devenue de plus en plus comme les États-Unis. On le voit sur la guerre d'Ukraine, on le voit sur l'encouragement à la guerre d'Iran, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à penser. En fait. Est-ce que l'Europe, un peu paradoxalement, ne serait pas en train de se créer un ennemi avec la Russie? Alors, ennemi qui lui a été vendu par les Américains, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de s'accaparer finalement cet ennemi utile, facile? Oui, alors bon, je pense que quand on parle de l'Europe, il faut s'entendre sur ce dont on parle, ce qu'on désigne. Oui, ce ne sont pas les peuples européens. Les peuples européens, au fond, n'ont pas beaucoup changé depuis les années 1980. Ils sont fondamentalement pacifiques et ils ne veulent pas des guerres. Ils ne veulent pas de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est une guerre entre pays européens. Ils ne veulent pas de guerre contre l'Iran. Ils ne veulent pas finalement cet arrimage du monde dirigeant de l'Union européenne aux États-Unis. La guerre est surtout très mal vendue, puisqu'aujourd'hui on nous explique qu'on va faire la guerre à la Russie de façon préventive parce qu'ils nous menaceraient et qu'ils vont nous envahir. Et donc à ce titre-là, il faut se réarmer et il faut prendre l'Ukraine et il faut les menacer. Oui, et alors, comme en plus les milieux dirigeants de l'Union européenne ont fait tous les mauvais choix sur le plan politique et économique, en particulier en étant encore plus zélés que les États-Unis sur les sanctions contre la Russie, il y a une autodestruction de l'économie de l'Union européenne par ceux qui sont censés la diriger. Et donc, il y a l'idée qu'on pourrait peut-être se sauver par la guerre qui relancerait l'économie. Et à ce moment-là, l'ennemi, il est là, c'est la Russie qui, évidemment, veut nous attaquer. Ce qui est absurde quand on pense qu'il y a 150 millions de Russes, que c'est le plus grand pays du monde, qu'ils ont toutes les ressources naturelles chez eux, et qu'ils ont laissé l'OTAN avancer quasiment jusqu'à leurs frontières sans réagir. Ils ont attendu que les États-Unis essayent de faire basculer l'Ukraine. Donc tout ça est totalement absurde. Et en fait, on a un mélange de beaucoup de motivations qui sont des motivations inavouables ou inavouées. D'abord, je pense qu'il y a toute une partie de l'intelligentsia de gauche européenne, ouest-européenne, qui n'a pas pardonné à la Russie d'avoir renversé le communisme elle-même. Je pense que parce que le communisme c'était quand même l'horizon indépassable de notre temps pour Jean-Paul Sartre et les suivants. Et donc on n'a pas pardonné à la Russie de s'être débarrassée du communisme. Au fond, il faut bien voir qu'à ça. Puis il y a une vieille russophobie qui a été largement analysée, en particulier par l'auteur suisse Guy Mettan, qui a fait un très beau livre là-dessus. Et puis il y a, je crois, la frustration d'un continent qui se désindustrialise, qui est devenu totalement dépendant du reste du monde, même l'Allemagne, en fait, en termes de performance économique, elle est en déclin. C'est un continent qui ne fait plus d'enfants, et donc il y a toute une série de frustrations, et on essaye de les faire revivre en s'inventant l'ennemi russe, qui pourtant la Russie de Poutine a plutôt cherché à faire la paix depuis 30 ans. Et donc on a cette convergence étonnante avec des États-Unis qui eux-mêmes sont dans une grave crise, parce que il faut voir que Joe Biden a perdu la guerre d'Ukraine contre la Russie. Il avait bien voulu
pousser les Russes à la faute et ensuite il espérait renverser le régime de Poutine. Trump en a hérité mais n'arrive pas à se dépêtrer de ce conflit. Et d'autre part, Trump il a perdu une autre guerre qui est la guerre commerciale contre la Chine. Et c'est pas simplement qu'il a perdu la guerre commerciale parce que les tarifs protectionnistes n'ont eu aucun effet sur une économie chinoise qui ne dépendait que pour plus de 10% de son commerce des États-Unis, mais c'est qu'en fait, les Chinois aujourd'hui sont les maîtres du jeu et de l'économie mondiale, puisque ce sont eux qui non seulement possèdent un certain nombre de terres rares, mais les moyens industriels de les transformer. Et donc, il y a quelque chose d'absolument impressionnant qui s'est passé entre la fin 2023 et aujourd'hui. Les Chinois, en fait, ont petit à petit contingenté les exportations de terres rares ou d'un certain nombre de matières premières absolument vitales pour l'économie moderne. Ils ont contingenté ces exportations vers les États-Unis et en fait, ils ont asphyxié l'économie américaine. En fait, Trump va se rendre en avril en Chine, mais ça va être pour une capitulation déguisée. La marge de manœuvre américaine est très faible en fait. Elle est devenue quasi nulle aujourd'hui. Elle est devenue quasi nulle. Alors pourquoi ? Parce que les États-Unis eux-mêmes ont été victimes du système qu'ils prônaient pour l'ensemble du monde occidental. Ils se sont financiarisés à outrance, ils se sont désindustrialisés à outrance, et par exemple, pour un certain nombre de terres rares et de matières premières stratégiques, ils ont quasiment vidé les stocks, enfin en tout cas ils ne les ont jamais reconstitués. Donc aujourd'hui les États-Unis, de fait, sont de facto incapables de mener une guerre contre la Chine, et bientôt ils ne pourront plus la mener même par combattants interposés contre la Russie, et une guerre contre l'Iran est sans doute condamnée à l'échec, parce que le Pentagone, l'industrie de la défense américaine ne disposeront bientôt plus d'un certain nombre de terres rares et de matériaux absolument indispensables à la fabrication des armes. Alors concentrons-nous un petit peu sur j'allais parler de la guerre en Iran, en tout cas de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. On voit les tensions qui sont exacerbées. Que se passe-t-il dans le courant des négociations qui sont menées depuis bientôt 10 jours? On nous annonçait 2-3 jours après le début de ces négociations que Trump était le doigt sur le bouton pour déclencher le feu américain sur l'Iran. Vous nous aviez expliqué que ce n'était pas si simple et probablement assez suicidaire. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez évolué dans votre analyse? Il faut comprendre que le système américain, qui est un système en fait économique profondément désaxé aujourd'hui, il a besoin de la guerre, il a besoin de l'industrie de la défense, il a besoin d'un budget militaire inconsidéré, 1500 milliards de dollars, Trump a annoncé. Lui, le président de la paix, il a annoncé 1500 milliards de dollars de budget. Oui, on est autour de 1000 milliards, ça veut dire quand même une augmentation considérable. Ça veut dire aussi que les États-Unis, enfin, quand vous fabriquez des armes, il y a beaucoup de chances que vous finissiez par vouloir faire la guerre. Je développe la même théorie. Voilà, je ne pense pas que je sois très original en disant ça, ou alors nos deux grands esprits se sont rencontrés. Le problème, c'est faire la guerre où ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont perdu la guerre contre la Russie en Ukraine. Ça ne se discute même pas. Il n'y a que les gens qui ne regardent pas ce qui se passe sur le terrain qui peuvent affirmer autre chose. Ils sont incapables de faire la guerre contre la Chine. Les Chinois ne sont pas aussi loin que les Russes dans le développement des armes hypersoniques, mais ils en ont déjà suffisamment pour couler les porte-avions américains en quelques tirs en cas de guerre autour de Taïwan. On a vu qu'en Amérique latine, les États-Unis ont péniblement pris le contrôle du Venezuela, on n'a pas encore tout compris sur ce qui s'est passé, et quant au Groenland, Trump a fait beaucoup de mouvements, d'agitation, mais en fait, les États-Unis contrôlent déjà le Groenland. Donc, on voit les États-Unis aujourd'hui se rabattre sur l'Iran comme le grand adversaire.
Alors pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont espéré, avec les Israéliens, que le régime iranien finirait par crouler sous le poids des sanctions économiques. Il y a d'ailleurs eu des mouvements de spéculation encouragés pour affaiblir la monnaie iranienne. Le jeu des États du Golfe n'est pas clair de ce point de vue-là. Ça a plutôt bien marché. Alors, ça a bien marché, sauf que après les premières manifestations et les premiers mouvements de protestation, les Américains, les Britanniques, les Israéliens sont arrivés avec une attitude tellement caricaturale, ne se cachant même pas sur les réseaux sociaux et dans les médias occidentaux, de vouloir renverser le régime iranien, et puis surtout la façon dont ils s'y sont pris en mobilisant des éléments séparatistes et en mobilisant des voyous. Moi, ça m'a fait penser irrésistiblement aux émeutes de juin 2023 en France. C'est ça qu'ils ont, mais en beaucoup plus dur et avec permis de tuer pour les gens qu'on finançait. C'est ça la différence. Eh bien, ça a été tellement caricatural que la population iranienne s'est resolidarisée avec le régime, si tant est qu'elle s'était désolidarisée. Parce que je crois qu'on sous-estime totalement le patriotisme iranien. Mais, alors, je vais encore me faire accuser de dire des choses horribles, mais regardons ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les Américains, les Israéliens et les Britanniques ont fait ça? Parce que, en fait, ils se sont rendus compte en juin dernier que militairement, ils n'étaient pas capables de vaincre l'Iran. Alors ça, c'est une autre révélation. La qualité des missiles iraniens, dont certains sont des missiles hypersoniques, est telle aujourd'hui qu'en juin dernier, les Iraniens ont percé le dôme de fer israélien, le système de défense antimissile, à tel point que Trump est devenu suffisamment inquiet pour la réputation de l'industrie de défense américaine, qui est largement derrière ce dôme de fer, pour faire une grande gesticulation, se mettre d'accord avec les Iraniens sur un bombardement factice des sites nucléaires, accepter une riposte tout aussi factice des Iraniens sur une base américaine au Qatar qui avait été préalablement vidée, et trouver un cessez-le-feu. Donc, Américains et Israéliens se disent qu'ils ne sont plus capables de vaincre militairement, ou ils ne sont pas capables de vaincre militairement l'Iran, ça c'est l'élément rationnel. Mais ils se sont dit, peut-être qu'en suscitant une révolution de couleur, un peu comme le Maïdan ukrainien en 2014, avec des incidents, avec des gens qui tirent sur la foule, etc., on va ébranler le régime, et alors à ce moment-là, il y aurait eu le coup de grâce qui aurait été donné par des bombardements. Si je ne vous coupe pas et que je ne vous pose pas la question, on m'en voudra. Oui. 30 000 morts, nous dit-on. Oui. Est-ce que ça commence pas à faire beaucoup pour le régime iranien qui... D'abord, d'où ce chiffre sort-il? C'est le produit d'une officine qui dépend du National Endowment for Democracy, qui est un bras politique de la CIA. Donc en fait, tous les médias de tout le monde occidental ont repris ce chiffre. Je voyais même un député français qui s'emballait hier en disant « c'est la moitié du nombre de civils tués à Gaza ». Il doit être loin du compte encore, je pense. Voilà, non mais c'est vous dire là, comment les gens réfléchissent. Mais d'abord, personne n'a vérifié ce chiffre. Ensuite, les Iraniens eux-mêmes, le gouvernement iranien a parlé de 3 000 à 4 000 morts. Oui, ce qui n'est déjà pas rien. Ce qui n'est déjà pas rien, mais ce qu'on arrive à reconstituer par un certain nombre de gens qui ont fait leur travail sérieusement, c'est que la plupart des victimes sont des victimes des émeutes suscitées par les Occidentaux. Donc en fait, il faut retourner complètement l'argumentation contre les Occidentaux. Et il y a parmi ces victimes plusieurs centaines de policiers qui ont été froidement abattus par des gens qui étaient stipendiés par les Occidentaux. Donc moi je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut sur le nombre de morts, mais là je fais une parenthèse. Après Timisoara, après l'histoire des couveuses en Irak, au Koweït, arrachées par l'armée irakienne, après tous les mensonges
qui ont été faits pour justifier la guerre du Kosovo. La petite fiole. Après la petite fiole de Colin Powell pour justifier la guerre d'Irak, etc., etc. Franchement, nos médias, ils n'ont pas honte de reprendre une fois de plus, sans avoir vérifié l'information, un nombre de victimes dont le seul objectif, c'est de justifier la guerre à faire à un peuple qui, qu'on aime ça ou pas, ne veut pas se soumettre à l'ordre occidental. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter. Il faut que tous ces gens partent à la retraite. C'est pas possible. En plus, ça a commencé à Timișoara. C'était pour la bonne cause, Timișoara. C'était pour se débarrasser de Ceausescu. Sauf que c'était un fake. Ça aurait dû quand même nous alerter. Et là, c'est même plus pour la bonne cause, puisque la guerre que Américains, Britanniques, Israéliens veulent déclencher, c'est uniquement pour piller les ressources de l'Iran, pour s'emparer du pétrole, pour empêcher la Chine d'avoir ses approvisionnements normaux. Ça s'appelle de l'impérialisme. Je veux dire, appelons les choses par leur nom. Mais toujours est-il que on voit bien en même temps comment le système américain est complètement coincé. Il est en train de perdre en Ukraine. Il ne peut pas faire la guerre à la Chine parce que ça serait un désastre, une vraie armée à affronter, exactement comme l'armée russe. Et il essaye tant bien que mal de se dire qu'il va faire tomber le régime iranien pour gagner une guerre que, à la régulière, militairement, il ne peut pas gagner. C'est une vraie crise. C'est une vraie crise et on ne sait pas si l'affaire Epstein aide Trump à reculer, parce que visiblement il est en train de reculer et il essaye de trouver une porte de sortie par la négociation, ou bien si c'est quelque chose qui aggrave encore le système, enfin la réputation du système occidental aux yeux du monde, avec un effet dévastateur. J'entends bien tout ce que vous me dites. Ce que je vois surtout, c'est que l'Iran fait partie des BRICS et que c'est aussi pour les Américains très important d'essayer de désolidariser ces pays ou de créer entre eux des tensions ou des difficultés. Parce que là, comment vont agir la Russie, comment va agir la Chine dans ce contexte de négociation entre les Américains, les Iraniens et l'ensemble des autres. Alors, vous avez tout à fait raison. Une des obsessions de Trump, c'est d'empêcher la constitution des BRICS comme un bloc solide, d'où l'idée d'essayer de monter l'Inde contre la Russie, l'idée de s'en prendre au Venezuela pour dissuader les pays d'Amérique latine d'adhérer aux BRICS à la suite du Brésil. On a effectivement à ce moment-là la question de l'Iran, pour essayer de monter l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Alors, on est en train de se rendre compte que ça devient très compliqué pour les Américains. Par exemple, l'Arabie Saoudite a fait savoir qu'elle ne se retournerait pas contre l'Iran si l'Iran, entraîné dans la guerre, avait à frapper des bases américaines dans la péninsule arabique. Pourvu qu'il n'y ait pas d'objectif saoudien qui soit des dommages collatéraux. On se souvient que les Américains avaient lâché l'Arabie Saoudite il y a quelques années, alors qu'ils avaient un partenariat de défense. Ils avaient laissé, je crois, un coup d'État commencer à se mettre en place. Alors, effectivement, alors Trump est revenu à une politique théoriquement beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite que ce que faisaient les démocrates sous Obama. L'élément le plus important à comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite se demande dans quelle mesure elle doit rester liée à l'économie américaine ou se rapprocher de la Chine. Et par ailleurs, les Saoudiens ont des relations avec tout le monde, donc ils ont aussi de bonnes relations avec la Russie, malgré la guerre d'Ukraine. Mais c'est très significatif que les Saoudiens aient expliqué qu'ils ne se retourneraient pas contre l'Iran, avec qui ils ont signé un accord de réconciliation sous les auspices de la Chine en mars 2023, si l'Iran devait faire la guerre aux États-Unis. Là, en fait, ce dont tout le monde a très peur, c'est que le détroit d'Ormuz soit fermé, avec une montée des prix du pétrole, alors qui pourrait être dans un premier temps avantageux pour les pays producteurs, mais qui en fait casserait l'économie mondiale.
Et qui pourrait avantager les Russes également. Et qui pourrait avantager évidemment les Russes. Donc, en fait, s'en prendre à l'Iran, c'est effectivement essayer de faire sauter le verrou des BRICS et de la Chine au Moyen-Orient. Surtout que vous regardez que l'Iran est au point de rencontre du corridor nord-sud qui doit relier la Russie à l'Inde et des routes de la soie du One Belt, One Road chinois. C'est vraiment la plaque tournante. Donc on comprend que les Américains, en géopoliticiens basiques, n'aiment pas l'idée que l'Iran ne soit pas sous leur contrôle. Malgré tout, je pense que ni la Russie ni la Chine ne peuvent se permettre de laisser tomber l'Iran. Et on l'a vu récemment avec les manifestations organisées de l'extérieur. Il y avait des terminaux Starlink qui avaient été introduits en Iran pour encourager les émeutiers et semer le chaos et le désordre. Et les Iraniens ont brouillé les terminaux Starlink grâce à une stratégie mise au point par les Russes pendant la guerre d'Ukraine, puisqu'on sait qu'il y a aussi des terminaux Starlink qui ont aidé l'armée ukrainienne. Donc vous voyez que tout se tient, et là où finalement Trump aimerait bien avoir des conflits séparés, alors il fait un compromis sur l'Ukraine, pour l'instant il essaie de trouver un accord avec la Chine, mais il fait la guerre d'Iran. En fait c'est la même guerre qui se déroule, c'est bien l'affrontement entre les États-Unis et le reste du monde, les États-Unis cherchant à sauver leur système économique et financier et de manière de plus en plus fébrile. Oui, mais les États-Unis aujourd'hui se battent à l'extérieur, mais pour préserver finalement un way of life, très souvent. C'est-à-dire que ce qui leur importe, c'est quand même America First. D'ailleurs, ils l'annoncent très, très haut. Eux, ils n'ont pas peur de revendiquer l'amour de la patrie. Mais cette patrie, au niveau interne, elle est quand même très, très en danger. On voit des émeutes dans certaines villes, avec l'intervention de la garde fédérale, je crois. Est-ce que, vous nous en avez parlé à certains moments, est-ce que les États-Unis peuvent se comprendre comme un bloc suffisamment unifié pour pouvoir aussi ne pas être victime d'une quasi-révolution de couleur sur leur propre sol? Alors, les États-Unis, en fait, sont dans une sorte de guerre civile larvée, je pense. Je pense que c'est un des principaux problèmes de Trump. Il faut arriver, quand on parle de Trump, il faut arriver à comprendre toutes les dimensions et à n'en oublier aucune. Trump est bien l'homme qui a brisé l'omerta du système de l'establishment washingtonien. Ça va très loin, même peut-être à son corps défendant aujourd'hui, mais certains membres de sa majorité ont poussé à ce que les dossiers Epstein soient publiés, c'est-à-dire à ce qu'il tienne sa promesse de campagne. Oui. Donc de ce point de vue-là, Trump, plus ou moins volontairement finalement, mais c'est celui qui aura brisé l'omerta du système washingtonien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Trump avait fait une analyse assez juste, qui était le fait que la surextension impériale ne faisait que nuire à la société américaine et qu'il fallait se recentrer sur les États-Unis. Le problème auquel il est confronté, c'est d'abord l'état de désindustrialisation avancé et le fait que vous pouvez mettre en place des tarifs protectionnistes, et même ça a marché à certains moments de l'histoire, ne serait-ce qu'aux États-Unis au XIXe siècle. Les États-Unis avaient des tarifs de 50% sur la plupart des importations. Mais il faut pour ça que la main-d'œuvre soit bien formée. Or, les États-Unis ont une crise du système éducatif. Et ils n'ont
pas la main-d'œuvre qu'il faut pour la troisième révolution industrielle. D'où d'ailleurs la contradiction interne à la politique de Trump entre la volonté d'arrêter l'immigration et la volonté de réindustrialiser. Oui, on a vu Elon Musk qui réagissait beaucoup Voilà. et qui était en opposition sur ce sujet. Et de ce point de vue-là, alors, bien sûr, il faut voir quel type d'immigration, mais Musk est assez cohérent dans ce qu'il critique dans la politique de Trump. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'économie américaine est largement sous perfusion des crédits de l'industrie de défense. Et donc on a un système qui pousse à entretenir cette guerre perpétuelle que l'armée américaine mène sur un certain nombre de fronts. Le gros problème pour Trump, c'est qu'il a échoué dans sa première année. Il a perdu la guerre commerciale contre la Chine et il n'a réussi à tordre le bras que des pays de l'Union européenne fondamentalement, mais il ne pourra pas, je peux me tromper, mais d'après ce qu'on voit, même s'il y a un peu de rentrée d'argent des tarifs protectionnistes, il ne pourra pas, pour les élections de mi-parcours en novembre prochain, se réclamer d'un bilan économique florissant. Et donc, il y a chez lui, au début de cette deuxième année de son deuxième mandat, une sorte de raidissement avec la tentation d'un néo-impérialisme qu'on a vu à l'œuvre au Venezuela, qu'on a vu à l'œuvre au Groenland, et qui éventuellement sera à l'œuvre s'il y avait une guerre déclenchée contre l'Iran. Mais le peuple américain y est davantage prêt, je crois, que le peuple, que les différentes nations européennes à cet exercice de la force. Alors, je ne pense pas. Je pense que la base électorale de Trump est extrêmement divisée, mais majoritairement hostile à quelque chose qui ne serait plus America First. Il y a même eu des réactions extrêmement hostiles avec l'enchaînement des visites de Netanyahou à la Maison-Blanche, dans la base MAGA. C'est la première fois que dans l'opinion américaine, on voit une majorité d'Américains qui ne sont plus favorables à un soutien inconditionnel à Israël. C'est un tremblement de terre. Et là encore, Trump subit ça en partie, parce que lui, c'est un homme de sa génération, il a presque 80 ans. Pour lui, l'amitié avec Israël, c'est forcément la priorité, une priorité, sinon la priorité de la politique américaine. Mais sa base, en fait, se détache de lui là-dessus. Sa base n'a pas compris qu'il ne publie pas les dossiers Epstein, qui, de fait, mettent en cause l'influence de la politique israélienne sur les milieux dirigeants américains. Et donc, on a, je crois, une base qui voudrait, une base électorale de Trump et un parti républicain qui est très mobilisé contre l'aventurisme en politique étrangère. Le grand risque pour Trump, c'est qu'aux élections de mi-parcours, c'est pas une victoire des démocrates au sens où les démocrates se remobiliseraient. Ils sont encore en plus mauvais point que les républicains. Mais c'est que les républicains qui ont voté Trump en novembre 2024 restent chez eux et n'aillent pas voter en novembre 2026 pour les élections au Congrès et au Sénat.